Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Au programme d'aujourd'hui, ce classement qui ne fait pas la fierté de la ville de Paris, la capitale, arrive dans le top 5 des villes les plus sales du monde. Poubelles débordantes, amas de déchets, trottoirs mal entretenus, prolifération des rats. Paris ne brille pas. La politique d'Anne Hidalgo en la matière est fréquemment pointée du doigt, notamment par l'opposition et en pleine campagne des municipales pour Paris 2026. Le sujet est particulièrement brûlant. On en parle avec nos invités autour de la table dans une minute. En culture, Walt, la folie Disney au théâtre du Lucernaire, pas si simple à dire. L'histoire de l'obsession créatrice d'un homme aussi controversé qu'incompris. C'est une pièce de théâtre absolument géniale qu'on vous présente tout à l'heure dans l'entretien culture de l'art de vivre enfin. Et on vous a déniché le site parfait pour trouver la montre vintage de vos rêves, des modèles uniques qui racontent une histoire. On en parle avec celle qui a eu cette très bonne idée. Paris caracole dans le top 5 des villes les plus sales au monde. C'est ce que révèle le classement réalisé par une société américaine, Radical Storage. Un classement qui ne fait pas la fierté de la capitale et qui donne raison à l'opposition qui ne cesse de pointer du doigt l'inaction de la mairie de Paris en la matière. On va en parler avec nos invités autour de la table, bien sûr. Pierre Licia, merci beaucoup d'être avec Bonsoir, nous. merci. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, David Chantran, historien, et Antonin Duhart, vous êtes architecte urbaniste, président Les Écologistes. Est-ce que globalement, Pierre Licia, c'est mauvais pour l'image de la France, c'est mauvais pour l'image de la région, pour Paris évidemment, d'arriver aussi haut dans des classements comme cela ? C'est d'abord mauvais pour les Parisiens de vivre dans une ville qui est aussi sale et puis surtout depuis des années. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, les Parisiens se disent très insatisfaits de l'état d'insalubrité de la ville de Paris à entre 75 et 85% des Parisiens, ce qui est colossal. Donc c'est mauvais évidemment pour le cadre de vie des Parisiens, c'est mauvais pour l'image de Paris. Et même, je vais plus loin, l'état de Paris aujourd'hui fait honte à la France. C'est la capitale. Vous savez, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelait La honte. Le premier chapitre, c'était sur la propreté, ou la question de la saleté, justement. Et c'est hyper important, d'autant plus que le mécontentement est dirigé vers la ville de Paris, puisque la salubrité publique, c'est quand même la première compétence d'un maire. C'est une compétence de la ville. C'est une compétence exclusive, et c'est la première des attentes des habitants à l'égard de leur maire. Comment est-ce qu'on maintient les rues propres, les rues, la voirie, etc. etc. Et puis j'imagine que ça fait partie des sujets aussi où on s'imagine qu'on a un réel pouvoir sur les choses et qu'on peut décemment changer les choses. Ça ne dépend pas de grand-chose, si ce n'est d'une bonne volonté et de moyens. Alors vous avez raison, il y a plein de sujets, la sécurité, etc., sur lesquels on peut dire que ce n'est pas une question municipale. Là, c'est une compétence qui est rigoureusement et strictement et exclusivement une compétence municipale. Et on ne comprend pas que malgré les centaines de millions d'euros, il y a plus d'un demi-milliard d'euros chaque année. Les budgets sont importants, qui est englouti dans la propreté de la ville de Paris. On reviendra on a du mal à comprendre comment, enfin on sait malheureusement pourquoi, mais comment est-ce qu'avec autant d'argent déversé dans la politique propreté de la ville de Paris, on arrive à un résultat si peu satisfaisant. On a un résultat non seulement si peu satisfaisant, mais qui s'aggrave finalement d'année en année. Antonin Duhart, cet état de la situation à Paris, est-ce qu'il a des réalités différentes selon les arrondissements parisiens ? Est-ce que Paris est sale partout ou est-ce qu'il y a quand même des coins de Paris qui sont un peu plus privilégiés que d'autres ? Alors, Paris est devenu une décharge à ciel ouvert pratiquement. On le voit dans le classement, Paris est plus sale que des villes du tiers-monde. Le Caire est 10e. Donc franchement, c'est devenu insupportable. C'est la première chose qu'on voit en tant que Parisien, mais en tant que Francilien. Je veux dire, Paris appartient à tout le monde, à tous les Français, en tant que touriste, parce que c'est une capitale touristique. Et donc, quand vous recevez chez vous, vous devez vous faites un peu le ménage avant de recevoir vos invités. Et Paris, c'est absolument pas le cas. C'est désastreux entre les rats, les poubelles, les odeurs d'urine. C'est devenu insupportable et ça atteint les questions sanitaires. On a des enfants à Paris qui peuvent se faire mordre par les rats, qui peuvent attraper des maladies. Et donc, c'est un sujet pas seulement de propreté, c'est un sujet sanitaire, c'est un sujet d'écologie urbaine qui concerne tout le monde. Et c'est vraiment la première mission d'un maire, si c'est pas avoir une ville propre. Je pense qu'il faut qu'il change de métier. Alors, heureusement, Anne Hidalgo ne reconduit pas son mandat, mais avec le budget en plus, on a 750 millions par an qui sont consacrés à la propreté. Ça devrait être nickel, avec 750 millions d'euros par an consacrés à la propreté. C'est 4 fois plus par habitant que Madrid.
Et Madrid est plus propre que Paris. Donc, c'est vraiment de l'ordre de l'incompétence. Et pour répondre à votre question, oui, la saleté est beaucoup plus forte, paradoxalement, dans les arrondissements de gauche du nord-est parisien. Ça peut s'expliquer parce qu'il y a aussi plus de commerce alimentaire. Il y a une plus grande densité de population, non ? Alors, Paris, déjà, est une ville très dense, mais ça, c'est un avantage parce que c'est plus facile d'entretenir et de faire le ménage dans une ville qui a un tout petit périmètre urbain. C'est plus compliqué à Berlin ou à Londres, qui sont 10 fois plus grands, théoriquement, et pourtant, on n'y arrive pas. Alors, la ville y est arrivée pendant un mois, pendant les Jeux Olympiques. Tout était propre. Et donc, pendant 25 ans, la ville est sale, et pendant un mois, on arrive à avoir une ville pratiquement nickel. Il y a eu un surinvestissement quand même pendant les Jeux Olympiques. Bien sûr, ils ont doublé les effectifs. Il y a 7000 éboueurs à Paris, ils ont doublé. Il y a eu des primes, ils ont doublé les salaires. Donc, mais évidemment... est-ce que c'est ça, du coup, la leçon qu'il faut en tirer ? C'est qu'il faut mettre encore plus de moyens, mettre encore plus d'agents sur le terrain pour être absolument certain de faire les choses correctement. Je n'ai pas l'impression que ça soit la solution. Pas forcément, parce qu'on a déjà vraiment beaucoup d'agents. L'objectif, en tout cas, moi, je propose de privatiser le ramassage des ordures, qui est déjà à moitié fait par le privé, pour garder les 7000 agents, les 7000 éboueurs, mais pour nettoyer les trottoirs. C'est d'ailleurs des propositions qui sont faites par Rachida et les placer sous l'égide du maire de quartier. Puisque moi, je vais instaurer 80 maires de quartier, chaque village parisien, les anciens faubourgs de Montmartre, Belleville, etc., il y a 10 à 50 000 habitants. C'est vraiment l'échelle de proximité. Donc le maire du village aura la responsabilité de la propreté et de l'animation commerciale pour recréer de la commercialité et de la propreté sur nos quartiers. C'est une bonne idée, cette privatisation. J'ai vu une tribune de Catherine Lécuyer un peu plus tôt dans la journée qui allait aussi dans ce sens-là. Il y a Pierre-Yves Bournazel dans un entretien au Parisien qui s'est placé un peu en monsieur propreté en disant il faut aller vers cet état de fait. Ça fait des années que la droite parisienne demande, la droite parisienne et même au-delà, demande par souci d'efficacité de confier à des prestataires privés les opérations, les missions de ramassage des ordures. Ce qui est fait effectivement dans la moitié des arrondissements et où ça se passe. Non seulement ça se passe bien, voire mieux, et surtout c'est moins cher pour les finances publiques. Donc à un moment, on peut aussi arrêter de faire de l'idéologie sur ces questions-là et se dire les Parisiens attendent des résultats. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces résultats ? Moi, je suis très circonspect, voire prudent, sur l'argument qui est de dire on va augmenter le budget, on va augmenter les moyens, etc. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que la ville de Paris donne le sentiment, et le fait d'ailleurs, puisqu'on est passé de 500 millions à plus de 700 millions aujourd'hui. Elle avait annoncé 1 milliard d'euros. Et on va l'écouter, c'était sur Europe 1 en 2020. Voilà, la promesse n'est pas tenue. Et comme ça, vous nous expliquez ce qui n'a pas été fait. On écoute Anne Hidalgo. Sur la propreté, comme dans beaucoup de villes qui sont très empruntées, où il y a beaucoup de monde, c'est un sujet qui doit amener chacune et chacun à réagir. La ville met 550 millions d'euros sur la propreté, ça n'est pas suffisant, il faut en mettre plus. On va mettre 1 milliard d'euros dans le prochain mandat par an sur la propreté. C'est 1 milliard d'euros qui étaient promis, ils ont réellement été investis ? Non, donc la promesse n'a pas été tenue. Vous me direz, c'est pas la première promesse de campagne non tenue de Mme Hidalgo. Par contre, les impôts ont augmenté, effectivement. Donc on n'est pas à 1 milliard d'euros. 550 millions, elle le dit, c'est déjà énorme. Et elle dit elle-même ensuite, c'est pas suffisant. Moi, je suis désolé, mais quand vous mettez 550 millions d'euros ou même 700 millions d'euros aujourd'hui sur la propreté de la ville de Paris, Paris c'est 102 km². Hein. Je veux dire, à un moment, on n'est pas sur une ville donc ça veut dire que les éboueurs font mal leur travail ? Non, ça veut dire que l'argent est mal utilisé, que l'allocation des moyens, en fait, si vous voulez, je pense que ça n'est plus une question la question de la propreté à Paris, c'est plus de savoir combien on dépense, mais comment on dépense. Donc c'est repenser la chaîne logistique de la propreté et de la salubrité. C'est tout reposer à plat, tout réorganiser. Que vous utilisiez 500 millions d'euros aujourd'hui, donc un demi-milliard d'euros aujourd'hui, et que vous les utilisiez mal et que ce soit de l'argent qui soit gaspillé, si demain vous déversez 500 millions d'euros supplémentaires, donc 1 milliard d'euros, mais qui est toujours mal utilisé, ils continueront à être mal utilisés. Donc à un moment, on se dit, vous savez, il y a des villes, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Madrid, il y a des villes en Ile-de-France qui, eu égard à leur nombre d'habitants et les moyens qui sont dédiés donc par habitant, le budget par habitant sur les questions de propreté, s'en sortent beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent. À Paris, on peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et on est une ville richissime, 700 millions d'euros par an. Très endetté, hein ? Très endetté, mais parce que, encore une fois, l'argent est très mal utilisé. Mauvaise gestion des finances publiques. Très mauvaise gestion et des services et de l'allocation des moyens. On parlait de privatiser une partie du ramassage pour redéployer, moi j'y suis
complètement favorable pour redéployer des équipes sur le terrain. Mais après, la propreté, c'est pas non plus uniquement une question d'agents municipaux. La propreté, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on réagence, comment on pense, comment on organise l'espace public. Aujourd'hui, vous avez l'espace public et la voirie notamment, qui, dans certains quartiers, est complètement abandonné. Quand vous laissez des infrastructures dites d'embellissement qui sont en réalité, qui se transforment en une forme d'épave urbaine, qui sentent l'urine, pardonnez-moi, mais il faut imager un peu pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment et qui sont indignes et très insalubres. Ça contribue au fait à l'abandon de l'espace public et forcément la saleté appelle la saleté. J'aimerais qu'on prenne un peu de perspective. On va le faire avec vous, David Chantrane. J'ai envie de savoir si ça fait partie de l'ADN de Paris d'être une ville sale. Pour ça, j'ai choisi un extrait de Louis-Sébastien Mercier. Merci, bien sûr. Ce sale repère de tous les vices et de tous les maux, entassés les uns sur les autres au milieu d'un air empoisonné de 1000 vapeurs putrides parmi les boucheries, les cimetières, les hôpitaux, les égouts, les ruisseaux d'urine et les monceaux d'excréments. Un très joli tableau de Paris que celui qui est décrit. Mais non, mais Mercier fait ce tableau au XVIIIe siècle parce que, reprenons effectivement un peu de hauteur, cette saleté, elle n'est pas uniquement que structurelle et politique, ce que vous avez tout à fait justement souligné, mais elle est tout simplement sociale, elle est culturelle. Les Parisiens, les Français de manière générale, on a une réputation de saleté. Et pourquoi on a cette réputation de saleté ? Tout simplement parce que la façon dont on a vécu depuis la fin de l'Antiquité, je ne parle même pas du Moyen-Âge, fait en sorte que justement la structure elle-même n'a pas suivi cette évolution de population. Comme vous l'avez très justement rappelé, il y avait une concentration de population qui était insoupçonnable au départ de la façon dont les Parisiens ont vécu. Ça a commencé à se régler à partir de 1860, c'est-à-dire vraiment le milieu du 19e siècle, au moment où justement ces villages, comme vous les appelez de vos voeux, ces villages ont été finalement intégrés dans la ville de Paris sous le Second Empire. C'est-à-dire que par Haussmann et Napoléon III. Et donc, à la fois Montmartre, Passy, tous ces villages qui autrefois étaient extérieurs à Paris ont été intégrés pour constituer les fameux 20 arrondissements. Et donc, du point de vue de la saleté, c'est une gestion qui s'est faite de manière beaucoup plus élargie avec une société qui justement était en évolution. L'évolution, elle va arriver jusqu'en 1883 avec un préfet que tout le monde connaît, qui est Eugène Poubelle. Bien sûr. Bien sûr, effectivement, on a un nom important parce que la façon dont la partie, évidemment, d'ouverture et d'hygiène apportée par les travaux d'Haussmann est importante, mais il faut l'apporter d'un point de vue aussi structurel et d'organisation, et c'est ce que Eugène Poubelle va faire avec la fameuse poubelle, qui est un peu une caricature en soi, mais qui permet justement aux Parisiens de s'organiser. C'est-à-dire qu'en gros... Donc c'est une question purement logistique. Logistique, alors évidemment... Et sociale, vous l'avez dit. Sociale. Et puis un peu, il faut aussi faire à la fois de la pédagogie et faire un peu d'éducation. Tout le monde est forcément aussi responsable à son échelle, même si ça dépend là. Et on il ne faut pas se demander ce que l'autre doit faire de mieux, il faut se demander soi-même déjà comment on peut procéder. C'est-à-dire faire du tri, ça a déjà été le cas pendant tous les siècles précédents. Ce tri était déjà effectué. Alors on n'avait pas les poubelles jaunes et les poubelles vertes, mais on le faisait. Il y avait évidemment le marchand de chiffon, le chiffonnier, qui passait justement pour récupérer les tissus. Il y avait également celui qui triait le verre. Il y avait surtout à Paris, avant que les... Alors là, je parle de ça du XVIIIe siècle, justement, Mercier en l'évoque, au moment où, justement, avant que les fontaines soient vraiment généralisées à partir du Consulat et de l'Empire, et puis encore plus à partir de la Restauration, eh bien avant, il y avait des porteurs d'eau. C'est-à-dire qu'on apportait de l'eau courante, on apportait de l'eau potable, et surtout de l'eau pour, justement, nettoyer les rues. Et tout cela, c'est ensuite déverser, c'est le cas de le dire, au propre comme au figuré, pour justement embellir et nettoyer. Mais comme on s'est dit, le système fonctionne très bien, eh ben on va se laisser un peu aller sur notre propreté personnelle, notre hygiène personnelle, en se disant, en gros, l'État fera mieux et la municipalité fera mieux. Et on est dans cette mentalité. On se dit, les moyens... Cet héritage, il existe. Il y a d'ailleurs quand même énormément de papiers et documents qui développent l'insalubrité de Paris au XVIIIe. Déjà sujet de tension et de discussion politique d'ailleurs. Certains disent non, c'est pas vrai, on est quand même en avance par rapport à d'autres villes, par exemple en Europe. Mais j'ai noté des éléments intéressants. Si il pleuvait à Paris, Paris était complètement inondé. Les rues étaient trop étroites, donc ça créait un air assez vicié. Oui. Et finalement, tout ça participait avec cette activité des bouchers, des fabricants de suie, d'un climat à la fois des halles, à la fois des halles et aussi des rues. Et c'est pour cette raison qu'a été fabriquée la fameuse rue de Rivoli avec la protection justement des passants, qui est donc instaurée à partir de ce consulat dont je vous ai parlé. Et ensuite, on va généraliser les choses pour essayer justement d'améliorer. Parce que ce que vous dites sur Mercier, ce qui est intéressant, c'est de lire également les témoignages des étrangers qui viennent à Paris. Parce que le regard qu'on porte sur soi-même, déjà, il peut être orienté. Il n'est pas tout à fait juste. En revanche, les étrangers,
ils vont faire une comparaison avec ce qu'ils connaissent. Tout à fait. Ils sont 28,2% à parler de Paris avec important. des termes qui disent propreté ou saleté dans le cadre de leur Dans les commentaires. réseaux sociaux et tout ça. C'est ce qui s'est passé déjà depuis le XVIIe siècle avec les étrangers qui avaient aussi ce rôle d'influenceur à l'extérieur. Et ils disaient déjà que Paris était une ville ils disaient sale. déjà la même chose. Ce qui les intéressait, c'était la vie effectivement nocturne de Paris, ville lumière déjà à l'époque, avant même que l'électricité n'arrive. Et ensuite, on était heureux finalement de se laisser aller. Alors se laisser aller, ça se repartait finalement et ça se retrouvait dans la façon dont la saleté aussi pouvait se diffuser. Donc c'est intéressant de se dire aussi que peut-être qu'il y a les Français eux-mêmes, il y a une part aussi peut-être des touristes eux-mêmes qui se disent là à Paris on peut se laisser aller parce que ce que l'on voit là en laissant un papier traîner par terre, oui, ça donne pas forcément l'exemple. Il n'y a pas de coercitif, donc on peut le laisser également. Parce qu'il y a à la fois, là, je vous le disais, il y a le côté effectivement pédagogique, mais il y a aussi la comparaison avec le reste. Et donc, ça donne un mauvais exemple que certains suivent aussi à part entière. Vous avez parlé des influenceurs de l'époque. Aujourd'hui, il y a des groupes comme Saccage Paris qui donnent à voir cette réalité de la déliquescence de la ville, autour notamment de ce sujet de la propreté. On le voit à l'écran. Pour l'opposition, c'est évidemment un sujet de campagne. C'est un sujet de campagne pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, la propreté, c'est la compétence exclusive et c'est la première des attentes des administrés à l'égard de leur maire. Et qui plus est, des Parisiens à l'égard de leur mairie. Moi, je suis assez mal à l'aise avec cette rhétorique de la ville de Paris qui est de dire Paris n'est pas sale, mais Paris est sali. Et donc, si Paris est sali, c'est que les Parisiens sont sales eux-mêmes. Et donc, la ville met tout en œuvre pour essayer de rendre la ville propre, mais que ce sont les Parisiens qui sont indélicats. Moi, je suis désolé. Mais d'abord, je trouve que c'est un manque de respect pour les Parisiens, de dire qu'ils sont sales et qu'ils ne prennent pas soin de leur ville. Pourquoi est-ce que les Parisiens, pourquoi est-ce qu'un habitant qui habiterait à l'intérieur des frontières du périphérique serait-il plus sale qu'un habitant qui habiterait dans une ville limitrophe et qui sont redoutablement propres ? On parlait de comparaison à l'étranger, etc. Prenons des villes qui ont une densité de population similaire, parce que là aussi, l'argument de la densité de population, Paris est une ville des plus denses au monde, c'est vrai, 21 000 habitants au kilomètre carré à Paris. À Levallois et à Vincennes, vous avez respectivement 27 000 habitants et 25 000 habitants au kilomètre carré. Ce sont des villes qui sont similaires, aussi bien en sociologie qu'en densité de population. Et même en termes de moyens, de budget, ce sont des villes bien dotées. Qui sont plutôt bien dotées. Vous avez des villes qui sont rigoureusement propres. À Vincennes comme à Levallois-Perret. Pourquoi est-ce qu'à Paris, qui du coup a une densité de population moindre, qui est du niveau de Séoul, quoi. Je veux dire, on a la même densité de population qu'à Séoul. À Séoul, pardon, on n'a pas des amoncellements de déchets, d'ordures, des odeurs d'urine, des rats, etc. Oui, coercitif et éducatif, c'est ce que je vous disais, mais c'est important aussi de le rappeler, parce que le caractère éducatif, il joue à plein. Il joue à plein, mais vous avez raison, de le rappeler. Je parle de Séoul, je parle aussi de Levallois-Perret. Oui, je suis d'accord. Quelle est la différence entre un Parisien qui habite dans le 17e et quand il traverse le périphérique, il habite à Levallois-Perret? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'il y a une mairie qui gère autrement ses services de propreté et qui se donne les moyens, avec moins d'argent par habitant, de faire mieux. Et donc, c'est tout simplement ce qu'on demande. Donc, c'est possible, c'est ce que vous dites aussi. Et je veux dire aussi, j'entends bien, Paris, historiquement, est une ville qui non, mais on a cet héritage, il existe. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, vous avez raison. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des évolutions historiques, bien sûr. Paris, capitale de la France, 5e ou 6e puissance mondiale, doit être sale et il y a une fatalité à ce que nous vivions dans la crasse et dans l'insalubrité. Moi, je vous constate juste un phénomène récurrent. Je ne vous dis pas qu'effectivement, on ne peut pas changer. Il y a eu des moments, justement, à la fois par le coercitif, à la fois par l'éducatif, on peut justement améliorer les choses. Et on a vu des résultats probants. Vous avez raison de rappeler aussi, au moment des Jeux Olympiques, vous l'aviez dit, c'est vrai que c'est un moment particulier. C'est des accélérateurs et puis aussi une prise de conscience. Il y a aussi une part de responsabilité collective. Mais cette responsabilité collective, je pense qu'elle peut aussi, par rapport à l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, on peut aussi s'en rendre compte dans la façon dont on doit également cette prise de conscience, le faire à la fois chez les scolaires, à la fois dans les familles, à la fois dans les personnes qui viennent de manière provisoire. On pense bien évidemment à des touristes de courte durée, parce que c'est là parfois aussi qu'il faut faire le petit effort. Donc c'est un projet de société. C'est un projet de société, et ce caractère de société, il est notamment lié à la volonté à la fois du politique, parce qu'on le voit dans l'histoire, mais aussi, je vous disais, c'est peut-être cette solution que vous préconisez, dans la façon dont on doit aussi se gérer dans le petit périmètre, dans le petit espace qui a forcément aussi eu des conséquences intéressantes, justement en termes d'efficacité. Antonin Duarte. Plus une ville est sale, plus elle est salie.
C'est ça, là, aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux. Quand vous voyez des poubelles qui débordent, des déchets partout, vous jetez vos mégots ou vos déchets sur le tas qui est déjà fait et vous culpabilisez un peu moins. Et c'est ça dont il faut sortir. Il faut changer radicalement l'organisation. À moyen constant, on peut arriver à des résultats 2 fois meilleurs. Ça veut dire repenser nos espaces publics ? D'abord, les poubelles débordent. Elles sont trop petites et ça déborde partout, tout le temps. Elles ne sont pas ramassées assez souvent, mais moi, je veux proposer des poubelles semi-enterrées. Vous voyez, comme on voit dans d'autres pays, où en fait vous avez en sous-sol des bacs qui fait que la poubelle ne déborde plus jamais. Déjà ça va responsabiliser les Parisiens. Ensuite, il faut faire plus de pédagogie. Les Parisiens ne sont pas plus sales que les autres. Bien au contraire d'ailleurs, par rapport à d'autres villes, je pense qu'ils ont plutôt des bons réflexes. Mais Paris, c'est une ville où il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Et comment on fait de la pédagogie ? Ça, c'est de l'information. Et puis après, il y a de la sanction. Et vous avez Berlin ou Madrid ont des sanctions qui sont 4 fois plus lourdes qu'à Paris. À Berlin, vous jetez un mégot dans la voie publique, vous savez combien vous payez ? 3 000 € d'amende. 3 000 € d'amende. Contre 135 à Paris. Okay. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir l'épée Damoclès de la sanction et dire, voilà, à un moment donné, pédagogie d'abord. Ensuite, travaux éducatifs, vous avez une demi-journée de ramassage avec les éboueurs, il ne faut pas laisser ça seulement à Rachida Dati. Et on donc, va la regarder. Par ailleurs, sanctions. Et donc, quand vous avez un changement d'organisation, vous remettez la propreté à l'échelle des maires de quartier et vous mettez des sanctions pour les habitants, vous rentrez dans un cercle vertueux et vous inversez la logique. Et vous verrez, en un an, on peut rendre vraiment Paris propre. Est-ce que le fait de donner, de déléguer cette compétence aux maires d'arrondissement, ça ne crée pas des disparités à terme importantes entre les arrondissements, avec des maires qui vont être peut-être plus proactifs que d'autres sur le sujet, qui vont faire les choses différemment ? Pardon, juste 2 choses. Oui, non, le ramassage des poubelles va rester au niveau de tout Paris. Parce qu'il faut le mutualiser, il faut l'externaliser sur les sociétés privées. Par contre, le balayage des rues, je souhaite le déléguer à la plus petite échelle, celui du maire de village, parce que c'est celui qui a porté d'engueulade, entre guillemets. Et donc, avec des primes par quartier pour les agents, pour avoir des bonus, et vous verrez qu'effectivement, il y aura une compétition entre les agents de propreté pour dire je suis classé premier du mois et j'aurai ma prime de 200 € et tout le monde sera content. Moi, je suis complètement favorable à ce qu'on puisse déléguer une partie des compétences propreté aux maires d'arrondissement. Alors, on parle des 80 quartiers. Déjà, commençons par les arrondissements, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'en fait, vous avez 17 maires d'arrondissement, ils n'ont aucune compétence en matière de propreté. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont élus par leurs administrés. Et donc forcément, on s'attend à ce que le maire d'arrondissement ait des résultats en matière de propreté et de salubrité publique. Et en fait, ils n'ont pas les moyens d'agir, en fait, tout simplement. Donc la moindre des choses, par cohérence, j'allais dire, par souci démocratique, c'est de dire qu'à partir du moment où vous êtes élu par vos administrés, c'est vous qui portez la responsabilité de l'action ou de la non-action. Et effectivement, s'il y a des disparités entre les arrondissements, vous avez des maires d'arrondissement qui ne font pas leur job. Moi, quand je vois le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, qui rivalise d'ingéniosité, de créativité en matière de salubrité. Il va chasser les souris, lui. Hein. Voilà, la chasse aux rats, en matière d'injecter de la data, de l'IA dans des services de proximité, de salubrité, etc. Laissons-lui les moyens d'agir. Inspirons-nous de ça. Aux maires d'arrondissement. Ce sont ceux qui ont été élus par les habitants. Parce qu'ils ont pleine légitimité pour le faire. Ils sont légitimes pour le faire. Et à un moment, qui mieux qu'un maire d'arrondissement pour connaître son arrondissement et connaître les besoins exacts de son arrondissement quartier par quartier. Aujourd'hui, la politique de la propreté ne peut pas se piloter depuis les bureaux de l'hôtel de ville sur un coin de table pour l'ensemble des quartiers parisiens. Il y a trop de disparités et on se rend bien compte que c'est pas efficace. Donc laissons un peu les maires d'arrondissement prendre les manettes et leurs responsabilités sur ces questions-là. Évidemment, il ne s'agit pas pour la ville de Paris de se décharger complètement de la mission de salubrité publique et de la propreté. Mais en tout cas, faisons confiance aux maires d'arrondissement. Quand vous avez des maires d'arrondissement qui sont bons et qui sont vertueux, eh ben, ils auront finalement la reconnaissance de leurs électeurs. Dans le 18e où le maire quand vous avez des maires qui s'occupent pas de son arrondissement, des maires qui ne s'occupent pas de leur arrondissement absolument, et bien à un moment la sanction, ils sont sanctionnés par les urnes. Ils sont sanctionnés par les urnes et puis on verra bien la différence entre le 17e arrondissement et le 18e arrondissement qui sont. Et donc on en tirera les leçons. Et je pense que c'est la responsabilité des maires. Vous êtes élus pour ça. Vous êtes élus pour que la ville soit propre. À un moment, il faut que la ville le soit. Et il y a la question aussi des espaces publics. Tu en parlais tout à l'heure. Avec les travaux partout.
qui vont n'importe où. Les gens mettent des décharges à côté des chantiers. Les chantiers sont interminables. Et donc finalement, toute la ville devient une déchetterie à ciel ouvert. Vous avez la ville de Paris qui tolère les tentes et les SDF dans toutes les rues, sous tous les ponts, à tous les angles de rue. On a du mal à marcher sur les trottoirs, il y a des déchets un peu partout, ça devient insupportable. Moi j'ai proposé d'éradiquer les 3500 SDF à Paris, parce qu'il faut trouver une solution. Les 3500 SDF. Oui, il faut les loger. D'abord, si on ne leur propose pas un logement digne, et Anne Hidalgo a volé 2 milliards d'euros dans les caisses des bailleurs sociaux, seulement 3% de ce montant aurait permis de loger les 3500 sans logis à Paris. Parce que c'est une question de dignité humaine, il y a 3 SDF qui sont morts à Paris cette semaine. Donc à un moment donné, c'est intolérable. Et la gauche qui se fait vertueuse et qui critique Rachida Dati sur le logement social, elle n'est pas capable de loger les sans-abri à Paris. Elle renvoie la responsabilité à l'État, mais elle a des bailleurs sociaux qui peuvent construire des centres d'hébergement d'urgence. Ça ne coûte pas très cher. Et ça joue on peut aussi le faire. évidemment sur nos espaces publics. Et du coup, on pourra retirer aussi tous ces sans-abri qui jonchent le sol et qui créent un sentiment de non-propreté, d'insalubrité. On a du mal à marcher sur les trottoirs et tout le monde y sera gagnant. Et donc, à partir du moment où on remet en ordre les espaces publics, sur les travaux, sur les trottoirs, sur les sans-abri, on aura déjà une ville aussi beaucoup plus propre visuellement. Et quand vous avez des trottoirs qui sont propres, il faut concentrer aussi les moyens sur les quartiers touristiques, les Champs-Élysées, etc., ça, c'est la rue pas de pour les Rivoli, Parisiens, etc. du coup. Non, mais on a beaucoup de visiteurs. Et aussi sur les quartiers populaires. Là, il faut dire qu'on a un problème. Pourquoi vous regardez l'application dans ma ville Paris, les quartiers populaires, vous avez 4 fois plus de signalements dans le 19e que dans le 6e arrondissement. Vous évoquiez le sujet tout à l'heure. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez beaucoup plus de fast-food, de kebab, etc. Moi, je souhaite sanctionner les commerces de proximité. Ils sont responsables des déchets à 100 mètres autour de leur commerce. Parce que ce que vous dites effectivement, c'est parce qu'on a une politique vis-à-vis du papier gras, pour dire les choses autrement, qui n'est pas dans nos structures et dans notre pensée. De manière générale, lorsque vous avez un papier gras, et ça a été constaté à travers les siècles, ce papier gras, vous le jetez. S'il y a une poubelle, effectivement, on reparle de gêne poubelle, mais s'il y a une poubelle pour le faire, il va l'accepter. Si vous ne l'avez pas, vous le jetez quand même par terre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ces siècles, justement, il y a eu 2 temps d'amélioration. À la fois, donc, ces années 1810, 1830 et ensuite, à la fin du 19e siècle, depuis la politique qui avait été menée par le Second Empire. Pourquoi ? Parce qu'on a fait 2 choses très importantes. D'abord, on a commencé à construire des égouts. Parce qu'avant, c'était tout simplement déversé dans les rues, je vous laisse imaginer. Et la deuxième chose très importante, au-delà des poubelles elles-mêmes, de ce fameux Eugène, qui était le nom du préfet, c'est qu'il y a eu des trottoirs qui ont été aménagés et qui permettaient justement de déverser avec une eau courante qui était utilisée autrement, justement de nettoyer les choses. Donc il faut ensuite doubler cela, je le disais, d'un système d'éducation, c'est-à-dire que le papier gras, c'est partout pareil habituellement. Lorsque vous avez votre papier, vous le jetterez lorsqu'il y aura la possibilité justement de l'accepter. Et donc une poubelle pleine. Et quand on se présente exactement dans les différents lieux publics, il faut aussi qu'on soit directement impliqué et qu'on soit directement, je vous le disais, responsable de ce que l'on fait. Pierre Lissiat, le mot de la fin très rapidement. Là où je vous rejoins, c'est de dire qu'à un moment, la meilleure des préventions, surtout quand ça fait 25 ans que la ville de Paris est gérée par la même équipe. C'est de changer de maire, je suis sûre. Non, même pas. Non, mais la meilleure des préventions, c'est la sanction à un moment. Et vous ne pouvez pas faire le constat que Paris est sali sans vous donner les moyens de sanctionner les comportements déviants et les auteurs d'infractions ou d'incivilité ou donc il faut durcir le ton. D'insalubrité. Il faut évidemment durcir le ton. Et ça, c'est pas uniquement les agents voirie, c'est aussi les agents municipaux type police municipale. Aujourd'hui, les agents de la police municipale, ils sont concentrés sur des missions de verbalisation des véhicules en stationnement, des terrasses, des étals, des cyclistes, mais pas franchement de lutte contre les incivilités au quotidien. Justement, parce que 15 secondes. 15 secondes, justement parce que le problème de l'incivilité et le problème justement de l'hygiène étaient liés. Avant, ça relevait du ministère de l'Intérieur, oui. Ce qui explique que justement les constructions à la fois des bornes à eau et de tout ce qui s'ensuit, justement étaient directement liées par le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que le préfet avait cette autorité. Donc les choses ont un peu changé. Ça veut dire que d'un point de vue politique, donc c'est exactement à la maire de Paris, encore une fois. Mais je vous disais, ça veut dire qu'on a changé aussi de paradigme, ce qui est important aussi à souligner. Et après, désolé, messieurs. C'est terminé. 5 secondes. Et on peut faire comme au Havre d'Auguste Perret, enterrer tous les réseaux avec des réseaux accessibles, ce qui évitera d'ouvrir les... C'est un sacré chantier quand même, non, pour une ville comme Paris. Et ça évitera d'avoir des chantiers tout le temps à Paris, ça coûtera beaucoup moins cher. Et Paris sera propre. Bon, c'est
un bon nombre de propositions qu'on a sur la table devant nous et un sujet, je le vois, qu'on aurait pu traiter encore plus longuement. On continuera évidemment à l'aborder avec ce prisme des municipales pour Paris 2026 en toile de fond. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à la culture. Qui était Walter Elias Disney, ce génie controversé, trop souvent incompris, totalement coincé entre le réel et l'imaginaire. Un homme à la créativité débordante, dont l'histoire nous est racontée au théâtre du Lucernaire. Avant d'en parler avec nos invités en plateau, on regarde ensemble la bande-annonce. Est-ce qu'il y aura Mickey Mouse dedans? Non, ni Mickey, ni Minnie, ni rien de tout ce que vous avez déjà connu. Croyez-vous que les gens vont rester 90 minutes devant un dessin animé? Il vous paraît même qu'ils en redemanderont. Quel sera le budget? Nous l'estimons à 250 000 $. Et mon frère espère ne pas le dépasser. Avez-vous déjà commencé à travailler sur le film? Si je suis honnête avec vous, je dirais que je travaille sur ce film depuis toujours. Ou plus particulièrement depuis le jour où nous avons emménagé dans la ferme familiale. C'est là que ma tante m'a offert ma première boîte de crayons de couleur. Et là encore que mon oncle m'a emmené dans la forêt pour observer les animaux. Blanche-Neige s'est nourrie peu à peu des plus belles années de ma vie. Blanche-Neige me colle à la peau. En fait, Blanche-Neige, c'est moi. Une délicieuse mise en bouche et on continue d'en parler avec vous. Fanny Dupin, vous êtes autrice, on est ravis de vous recevoir. Bonjour. Pour parler de Walt Disney. Merci. Avec vous également plateau Clément Vieux, vous êtes comédien. J'ai envie de vous demander à tous les deux, si je vous dis Walt Disney et que je vous demande de rembobiner avant d'avoir travaillé sur ce spectacle magnifique, sur cette pièce, qu'est-ce que ça vous évoquait? Quels sont les premiers mots qui vous venaient en tête? Moi, c'était l'oncle Walt et les dessins animés de mon enfance, en particulier les Aristochats, la petite sirène. Donc c'était ça, c'était surtout l'œuvre. Ça convoquait cet imaginaire autour des œuvres de Walt Disney. Et puis après le parc, puisque moi, le Euro Disney a été inauguré quand j'avais 7 ans. Donc mes parents m'avaient emmené quasiment à l'ouverture. Donc c'est vrai que c'était cet univers-là. Et puis après, je m'en suis éloigné en grandissant, mais voilà, j'ai découvert aussi à travers le texte de Fanny et Damien. Et pour vous, Fanny Dupin? Pour moi, au tout début, c'était, je pense, comme beaucoup de petites filles, des rêves de princesse, de prince charmant, de mariage éternel. Évidemment. J'ai été un peu déçue en grandissant, je ne cache pas. Il y a la vraie vie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette confrontation permanente entre le réel et l'imaginaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'homme, un homme qu'on connaît finalement assez peu? Oui. Vraiment, les choses se sont faites un peu par hasard. Je suis tombée sur un documentaire sur lui. Que j'ai regardé voilà, comme bon nombre d'autres documentaires. Et une scène m'a particulièrement touchée. C'était le moment où les salariés de l'époque racontaient comment Walt Disney avait raconté le projet, présenté le projet aux salariés de Blanche-Neige, leur premier long métrage. Donc le pitch de Blanche-Neige. Exactement. Et c'était à l'époque une folie puisque c'était le premier long métrage d'animation en son et en couleur, ce qui était vraiment une vraie épopée. Oui, exactement. Et au final, ce que racontait cette interview, c'était que Walt a réuni tous ses salariés et il a joué tout seul pendant 4 heures. Incroyable. Tous les personnages de Blanche-Neige. Et il avait en tête précisément ce qu'il voulait réaliser. Là, on prend la mesure quand même du génie. Hein. Exactement. Et un génie qu'on connaît quand même. Extraordinaire. Un comédien formidable. Ouais. Moi, ce que je savais un petit peu quand même, et ce qu'on découvre aussi évidemment dans cette pièce, c'est que c'est un businessman incroyable, un homme révolutionnaire qui a construit l'empire le plus puissant du monde et un créateur de rêves. C'est vrai que cette partie-là, un peu success story, on la connaît plutôt bien. Ce qu'on découvre aussi et ce qu'on sait un peu moins, c'est ce personnage plus controversé, avec notamment cette position plus que complaisante pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les nazis notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui pose question, qui doit nous permettre de nous interroger? Vous, c'est quelque chose, en tant que comédien, qui vous a intrigué? Bien sûr. Ce qui nous a intéressé, c'est justement cette période de création qui est antérieure aussi à cette période-là. C'est-à-dire que la phase de création de Blanche-Neige s'arrête en 1937. Donc nous, on a préféré se concentrer sur le créateur, qui n'était pas encore devenu l'empereur du divertissement à ce moment-là. Et c'était plutôt
se concentrer sur le génie créateur. Sur le génie créateur et la genèse de ce qui est devenu Disney ensuite. Il y aurait de quoi dire, il y aurait de quoi faire une vingtaine de pièces de théâtre, parce que chaque œuvre a eu son histoire et ses rebondissements. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui pose question, mais c'est justement parce que ce n'est pas un personnage ni noir ni blanc, mais plutôt gris. Il est intéressant. Il est intéressant à jouer, intéressant à analyser, à comprendre. Il y a pas forcément, le spectacle ne délivre pas forcément de réponse. On propose un moment sur cette période de création et sur ce qu'il a traversé. C'est cette traversée-là, cette épopée qui nous intéressait. Est-ce que pour développer cette force créatrice, il faut être un peu fou ? Certainement, oui. D'ailleurs, le titre s'appelle La folie Disney et c'est comme ça que tout le monde avait décidé d'appeler le projet de Blanche-Neige, en tout cas les journalistes à l'époque. Il y avait des paris contre Blanche-Neige, que le film n'irait pas au bout, que ce serait un désastre, que les gens ne tiendraient pas plus d'une heure dans les sièges, que les gens deviendraient aveugles devant trop de couleurs, etc. C'est incroyable de le voir avec nos yeux d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, exactement. Alors, ce film reste aujourd'hui encore un chef-d'œuvre et reste classé dans les 100 plus grands films de tous les temps. Et c'est vrai que quand on le redécouvre aujourd'hui, et c'est assez rigolo parce que les gens, quand ils viennent voir le spectacle, ils nous disent « j'ai envie de revoir Blanche-Neige ». Et donc les gens... J'ai envie de revoir Blanche-Neige. Tout le temps. C'est vrai. Évidemment. Et on se rend compte que ça reste un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que chaque tableau est un tableau, est une œuvre d'art en soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de ces dessins animés-là. Tout est dans la technologie et là, il y a une finesse, il y a une poésie dans chaque tableau. Et pour ça... Et tout sort de son cerveau, de sa tête. Ça, c'est assez oui. génial. Je me suis imaginé ce que ça représentait pour vous, en tant que comédien, d'incarner ce personnage et puis derrière, d'imaginer avoir ce tourbillon créateur en soi. J'imagine que c'est hyper galvanisant. En même temps, ça doit être un peu flippant, un peu vertigineux. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé par couche, parce que ce personnage, c'est un personnage qui a existé, donc on a pu s'appuyer sur des archives, sur des documents, sur des conversations. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Des archives ? Énormément. Oui, ok, d'accord. Très bien. C'est des mois et des années de travail et de recherche. D'accord. Donc c'est vrai que j'avais une matière déjà de réaliste et documentée qui était très utile. Et puis après, j'ai laissé l'imagination, j'ai laissé mon corps et ma personnalité incarner ce personnage et essayer de lui donner. Et donc j'essaie de livrer ma version de Disney en fait. Ce que j'ai découvert aussi, et c'est une très jolie histoire, c'est que Blanche-Neige serait née dans sa tête quand il était tout jeune. Il dit dès ses 5 ans, en tout cas quand il a emménagé dans cette ferme familiale du Missouri avec ses crayons de couleur et qui se balade dans la forêt autour et que là commence à naître, à germer l'univers incroyable de Blanche-Neige. C'est assez fou de se dire que c'est aussi le processus de création d'une vie qu'on commence à créer quand on est tout petit. Mais je pense que tous les artistes, de toute façon, puisent à l'intérieur d'eux quand ils créent. Et c'est le même processus pour lui comme pour les autres. Et au final, il y a eu plusieurs événements. Visiblement, sa mère lui racontait également ces contes-là quand il était petit. Et c'était un peu la seule chose qu'il aimait de ses journées. Hormis ce passage un peu hors du temps à Marceline, où ils ont vécu quelques années en famille, et c'était la campagne. Et là, on lui a laissé le droit d'être un enfant. Et donc, c'est ses plus beaux souvenirs. Il était avec les animaux, dans la nature, dans la campagne, et on l'a laissé dessiner, on l'a laissé être un enfant. Et c'est pour ça que finalement, c'est ça qui ressort de chez lui le plus, parce que quand il est arrivé ensuite à 9 ans à Chicago, il a dû travailler dur, dès 3 heures du matin, dans la neige, à livrer des journaux, etc. Et l'enfance s'est arrêtée très, très, très rapidement. Et dans un cadre familial assez violent. Contraste qu'on retrouve et qu'on peut décrypter aujourd'hui au travers de son œuvre et de la psychologie de ce personnage incroyable. Ce que je note aussi, c'est qu'il dit que Blanche-Neige, c'est les plus belles années de sa vie. Blanche-Neige, c'est moi, c'est une partie de lui très importante. Est-ce que du coup, quand on regarde à nouveau Blanche-Neige, ce que vous avez dû faire, j'imagine, bon nombre de fois, vous le comprenez différemment, vous le voyez petit garçon, vous l'imaginez dans ses turpitudes, dans ses rêves, dans ses envies, Enfin, j'imagine que c'est assez incroyable. C'est-à-dire que Disney était habité malgré tout par l'espoir permanent et par l'espoir qu'il voulait communiquer et l'espoir d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Il a décliner ça à l'infini avec plein d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on regarde Blanche-Neige, c'est un personnage qui croit beaucoup et qui est assez naïve, mais dans le bon sens du terme aussi, c'est-à-dire... Dans l'émerveillement. Dans l'émerveillement, et c'est ce que provoque Blanche-Neige aussi, c'est-à-dire que... elle est, malgré la jalousie de sa belle-mère qui essaie de la tuer, finalement, elle garde cette candeur, elle essaie une certaine forme de pureté qui est assez
qui est assez belle aujourd'hui, je trouve, à observer. Et Disney avait malgré ça, malgré ses défauts, ça en lui. Du côté de la mise en scène, on mesure l'importance de cet acharnement à réussir, de cette envie coûte que coûte. Vous l'avez dit, Blanche-Neige, ça a été un processus long, laborieux. On lui a mis des bâtons dans les roues, on n'y croyait pas. Il s'est battu comme un chien pour y arriver. Tout doit être absolument parfait tout le temps. C'est une obsession que vous matérialisez sur scène, qu'on retrouve dans le texte, dans la mise en scène et dans le jeu. Comment est-ce qu'on dose cette obsession pour qu'elle ne soit pas trop lourde aussi pour le spectateur et qu'on ait des moments de respiration? Ça, c'est on est bien entouré. On est bien entouré parce que c'est Victoire Berger-Perrin qui a assuré la mise en scène et surtout la force du texte de Fanny et Damien, c'est que il passe par c'est une grande courbe, une grande il oscille tout le temps et donc il y a un chemin qui est sinueux, mais qui est assez ouvert pour justement y insérer de la danse, pour y insérer de la magie. Je trouve ça génial qu'il y ait de la musique, de la danse, ce côté très poésique, ce monde très onirique qu'il a dans la tête. Et en effet, ce que je trouve assez génial, c'est cette bascule permanente entre l'imaginaire et la poésie, je vais résumer simplement, et cet acharnement presque, pardon, mais il a presque quelque chose d'un psychopathe à se dire non mais je veux que ça soit parfait et je vais y arriver. Et c'est assez génial que ça soit au même niveau et qu'on finalement on oscille en permanence entre ces deux émotions. Ben, on voulait vraiment qu'il y ait de la poésie en fait dans le texte et qu'il y ait voilà, que cette pièce soit en fait elle-même une création sur le processus de création. Donc en fait, on était obligé d'y emmener une grande part de rêve, de poésie, de liberté. Et ce qu'on voulait, c'est que le spectateur soit propulsé dans le bureau, mais aussi surtout dans la tête de Walt. Et du coup, c'est réussi, dans les méninges. Voilà. Et pour être dans la tête, il faut pouvoir se laisser aller, en fait. Il faut qu'on puisse être bercé et se laisser porter par Clément, qui est extraordinaire, qui est vraiment. Et c'est un seul en scène, parce que là, on le présente comme une pièce de théâtre depuis le début. C'est effectivement une pièce de théâtre, mais c'est surtout un seul en scène. Il y a ces ombres, vos ombres, qui vous entourent, et puis cette équipe qu'on devine, qu'on imagine, qui est suggérée, mais finalement, c'est un travail très solitaire pour vous sur scène. Ils sont 107 dans sa tête, donc finalement, vous êtes très nombreux. C'est une pièce pour un acteur, en fait. C'est vraiment une pièce de théâtre pour un acteur, et à la première lecture, j'ai demandé à Fanny et Damien, j'ai dit, il n'y a vraiment qu'un seul acteur. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'une cinquantaine d'autres acteurs en plus? Non. Comment ça? C'est pas une troupe de 80? C'est ça, c'est toi qui vas tous les faire. Et donc c'est vrai qu'il est alors le public est un partenaire aussi, puisque il y a des interactions. Voilà, il y a des petites interactions et surtout ils sont, je les prends pour mes collaborateurs, donc je leur parle tout le temps. Alors à des moments ils peuvent répondre, à des moments ils sentent que c'est pas le moment. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils savent exactement. Faut jamais déranger le génie créateur. Non, ils le sentent quand c'est le moment. Ah, il y a un petit, mais quand sinon c'est. Donc on joue sur ce fil du rasoir qui marche assez bien et qui est assez jubilatoire pour moi et je crois aussi pour eux. Mais c'était important. C'est vrai que j'ai un peu tenu tête à tout le monde sur ce sujet, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti vraiment après des mois de recherche. Et c'est comme ça que j'avais envie. C'était mon interprétation de Disney. C'est ce que j'en ai compris. C'est que c'était un homme seul, en fait. Et je le disais tout le temps, c'est un homme seul avec une armée d'ombre. Et au final, tout le monde croit que c'est lui qui a dessiné les dessins animés, et alors qu'en fait, quand on regarde le générique, ils sont des centaines derrière. Ça, c'est son armée d'ombre. C'est son armée d'ombre, et personne ne les connaît, et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas eu ce génie. Exactement. Et cette folie. Exactement. Et en fait, il a eu l'intelligence, la très grande intelligence de dire, je n'ai pas le talent suffisant de faire sortir ce qu'il y a précisément dans ma tête, donc je vais m'entourer des meilleurs. Et avec ça, on va enfin pouvoir transmettre toutes les émotions et tout ce que je ressens et tout ce que je veux faire vivre aux enfants, notamment dans mes dessins animés. Au début, vous dites que ça n'apporte pas forcément de réponse. On n'est pas là pour donner des réponses, ni pour porter un jugement définitif sur ce personnage, pour dire que c'était un type formidable ou c'était un type névrosé. En fait, on est là pour s'émerveiller de cette capacité créatrice. Et vous l'avez dit, c'est avant tout une pièce sur la création. On peut emmener ses enfants ou c'est quand même pour des publics un peu plus confirmés, on va dire. Moi, je dirais à partir de 10, 11 ans, selon les enfants. Après, moi, mon parce qu'on aime tous Walt Disney. Oui, exactement. Mais c'est pas un spectacle pour enfants. C'est pas un spectacle pour enfants, c'est important de le préciser. Mais par contre, c'est assez marrant, les adultes qui viennent au spectacle nous disent en sortant, je vais revenir avec mon adolescent, mes enfants. Parce qu'en fait, on parle beaucoup justement de ce processus de création et de cette obstination, du goût de l'effort, le labeur, la difficulté de sortir quelque chose de soi.
et de se rendre compte que dans cette époque qui nous questionne tous, sur l'IA, les réseaux sociaux, etc., où tout va très vite. Où... C'est important de prendre un peu de recul et de réfléchir sur le fait de créer. Et qu'est-ce que c'est de créer et c'est pas grave de se planter, et c'est pas grave d'avoir mal au ventre, et d'avoir peur, et d'avoir des angoisses, mais il faut aller au bout. L'artisanat aussi, parce que c'est un grand artisan. Alors il le faisait avec les outils de l'époque, qui étaient des outils d'artisanat, mais c'est vrai qu'il y a cette notion du soin et du détail et de la précision que l'humain va mettre au service de que le monde s'émerveille. Exactement. On pourra en parler des heures. Je suis désolée. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. Walt, la folie Disney, c'est au Théâtre du Lucernaire jusqu'à au moins le 20 janvier, c'est ça? 18 janvier. Au moins le 18 janvier. On vous souhaite plein de prolongations. Merci beaucoup. C'était un bonheur de vous avoir. Merci. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Les montres peuvent être bien plus qu'un objet qui nous permet de nous repérer dans le temps. C'est un accessoire, un bijou et un objet de collection. Pour les plus pointus, la recherche d'une montre peut devenir un vrai parcours du combattant. Et nous, on a déniché pour vous le site idéal pour vous aider à trouver la montre de vos rêves. Ça s'appelle Françoise Paris. On va en parler avec vous. Anne de Pontonx, merci beaucoup d'être sur le plateau. Vous êtes cofondatrice de cette marque, de ce site Françoise Paris. Comment votre passion pour l'horlogerie a commencé avant tout? Alors, elle a commencé... en parallèle avec celui de la joaillerie, parce que voilà, ce sont des univers qui sont quand même connectés, assez connectés, voilà, et que mes expériences professionnelles, avant de me lancer dans Françoise Paris, étaient dans le milieu de la joaillerie comme dans l'horlogerie, maison de vente aux enchères, grande maison parisienne de luxe. Donc c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et puis ce goût pour le savoir-faire, pour l'histoire, pour la transmission des beaux objets, toutes ces choses-là qui m'ont conduit à en faire vraiment votre métier au quotidien. Exactement. Un métier passion, et vous traitez avec des passionnés. Comment est-ce que vous comprenez que ces objets, on en fasse une collection, on s'y attache particulièrement? En fait, l'univers de l'horlogerie est tellement vaste. Il y en a pour tout le monde, pour tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et au sein même d'une maison, les possibilités sont infinies, que ce soit pour des différences de boîtiers, de cadrans, les styles sont infinis. C'est une richesse incroyable. C'est une richesse incroyable et on peut démarrer une collection, pas forcément dans le luxe, on peut commencer des montres plus accessibles, mais malgré tout, ça reste une collection et une passion parce que c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir et on n'a jamais fini d'en faire le tour. Et j'avoue que j'aborde vraiment l'horlogerie comme choisir une pièce parce qu'elle nous fait plaisir, parce qu'on est fiers de la porter et pas forcément parce que dans 10 ans, elle va remporter tant. Bien sûr, l'idée, et d'ailleurs c'est ce que vous proposez dans votre accompagnement, c'est de trouver la montre, l'objet qui est fait pour nous, qui nous plaît, qui nous va bien. Comment est-ce que vous aidez celles qui vous contactent? Alors déjà, notre point de départ, quand on s'est lancé pour Françoise Paris, c'est parti du constat que les femmes n'avaient pas d'intermédiaire en fait, vers qui se tourner pour l'horlogerie féminine vintage. Et on s'est dit qu'on allait directement s'adresser à elles parce qu'elles en avaient besoin. Il y avait cette volonté déjà de connaissance et de porter aussi de belles pièces, même dans un univers qui en fait est très masculin et donc dans lequel elles ne se retrouvaient pas forcément. Et c'est vraiment répondre à un besoin. C'est répondre à un besoin. Et puis, bon, il y a le côté aussi passion, sinon on ne serait pas là-dedans. Mais voilà, c'est avant tout pour cela. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est créé. Et on essaye d'avoir une sélection à la fois des pièces, on va dire, emblématiques, iconiques, oui, tout à fait. Des maisons d'horlogerie. On cite quelques exemples qui sont incroyables. La Cartier Tortue de Françoise Hardy, exactement. La Cartier Baignoire de Catherine Deneuve, ça fait partie quand même des pièces qui sont devenues mythiques, emblématiques. Oui, tout à fait. Et donc, certaines jeunes femmes les recherchent pour ces raisons-là. Oui. Évidemment, il y en a d'autres. Oui, parce que notre clientèle féminine donc, est assez novice en horlogerie. Et c'est souvent la première montre. Donc, on est très heureuse de pouvoir les accompagner dans cette première acquisition. Et donc, soit elles se tournent vers des modèles emblématiques, comme vous avez cité, ou comme la Chanel Première, ou comme la Panthère, ou voilà, ces pièces-là, ou la Reflet de chez Boucheron, par exemple. Et puis, il y a d'autres qui ont un peu plus cette appétence pour la collection et qui vont se tourner vers des pièces un peu plus spécifiques, plus singulières, celles qu'on ne verra pas sur le poignet de son ami ou qui ont cette petite histoire supplémentaire. Et on retrouve bien sûr le meilleur de l'élégance à la française. C'est aussi quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous parle. C'est vrai que c'est une quête d'élégance et vous le dites, vous l'expliquez très bien. C'est pas qu'un objet, c'est
presque un bijou. En tout cas, c'est quelque chose qui va avec une tenue du quotidien, qui dit quelque chose de nous, de notre identité, de notre personnalité. Oui, et c'est vraiment ce qu'on essaye quand on propose, parce qu'on est en ligne la plupart du temps. Et en revanche, on propose des rendez-vous en physique au sein d'hôtels à Paris pour que les clients puissent quand même porter les pièces. Et donc, dans cette sélection qu'on leur propose, comment dire, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Donc, on essaye de jauger un peu leur style de vie. Essayer de comprendre comment va vivre cette montre. Exactement. Et proposer une sélection qui soit la plus adaptée possible. Sauf si elles arrivent déjà avec une idée très arrêtée. Oui. Comment est-ce que vous sourcez ces pièces ? Alors, la grande majorité, c'est maisons de vente aux enchères. D'accord. C'est notre principale source d'approvisionnement, on va dire. On travaille aussi avec d'autres marchands avec lesquels on collabore et des particuliers qui viennent directement nous trouver pour nous confier leurs pièces. Pour rassurer celles qui nous écoutent et qui sont intéressées, comment est-ce que vous vérifiez qu'elles fonctionnent bien, qu'elles sont en bon état, qu'elles ne sont pas abîmées ? Alors déjà, on a notre propre expertise dans le milieu de l'horlogerie. Et ensuite, comme j'ai dit précédemment, on travaille aussi avec des maisons de vente aux enchères. Donc il y a déjà l'expertise de la maison de vente qui a été faite en amont, sur laquelle on s'appuie. C'est pas non plus une vérité absolue. Voilà, donc on s'appuie dessus. On a notre propre expertise qui vient confirmer. Et ensuite, toutes nos montres passent forcément chez notre horloger, qui les vérifie, qui vérifie que toutes les pièces sont d'origine, qu'elles sont en bon état, qui révise la montre, et ensuite ce qui nous permet, nous, après, de la garantir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit un peu talisman dans ces recherches ? Quand même, je pense, parce que c'est une recherche qui demande du temps, qui demande de la persévérance, pour trouver la bonne pièce, au bon prix. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de variations possibles au sein d'un même modèle, d'une même maison. Donc oui, ça demande du temps, et c'est un objet qu'on garde toute sa vie, qu'on peut transmettre, qu'on peut faire graver aussi, et qui est la plupart du temps relié à un événement en particulier ou qui marque un moment de vie en tout cas. C'est une fierté, c'est une rencontre quand vous arrivez à trouver une pièce que vous cherchez depuis longtemps, que vous tombez sur un très bel objet et que dans la même semaine, une jeune femme vous dit je la cherche depuis 10 ans. Ça doit être assez incroyable, comme moment, c'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est assez incroyable parce qu'on a l'impression d'être un peu un intermédiaire. On fait passer... On la trouve déjà, effectivement, et on la fait passer, on sait qu'elle aura une nouvelle vie derrière. Donc c'est, assez gratifiant. Et puis, comme on est vraiment passionné, c'est, avant même la fierté, c'est le plaisir de pouvoir toucher les pièces, de pouvoir les examiner, de pouvoir se dire « Ah, je ne pensais pas que cette pièce existait » et finalement, on peut la proposer. Donc c'est un peu tout ça. Vous, c'est quoi votre modèle préféré, votre modèle fétiche ? Là, c'est dur. Oui. En ce moment déjà, une montre qui se démarque. Qui n'est pas celle que tout le monde a. J'avoue que j'aime beaucoup les pièces avec des cadrans en pierre dure qui reviennent énormément à la mode, comme les montres mini. Donc ces pièces-là, où il y a un travail quand même qui est effectué sur le boîtier, donc un travail de l'or particulier. Je pense à certaines maisons en particulier. Et donc c'est plus vers ces montres presque un peu bijoux, où il y a des mélanges de savoir-faire, où tout est lié et qui en font un objet d'art finalement. Et d'ailleurs, vous proposez aussi des bijoux. Exactement. Comment est-ce que la connexion s'est faite ? Elle s'est faite par attrait, simplement pour le milieu de la joaillerie. Et le fait qu'on avait aussi cette demande de la part de nos clientes qui portent des montres, mais portent aussi des bijoux. Et les deux univers sont quand même assez très liés. Connectés, hein. Même si il y a un savoir-faire qui est quand même bien distinct, les deux univers sont très liés et ça nous paraissait logique de aussi proposer de la joaillerie. Donc on vous retrouve sur le site Françoise Paris. Exactement. Là, il y a déjà une très jolie collection de montres et de bijoux qui est proposée. Est-ce qu'on peut aussi vous contacter pour vous faire une demande spéciale ? Je cherche tel modèle, de telle marque, de telle collection. Oui, tout à fait. Donc sur le site internet ou sur Instagram, il y a des personnes qui nous contactent directement sur Instagram pour demander un rendez-vous. Et oui, si la personne a une idée, enfin la cliente, le client même parfois, parce qu'on a aussi des clients masculins, qui viennent nous voir en nous disant « Je cherche telle pièce, je ne l'ai pas trouvée ailleurs, est-ce que vous pouvez la sourcer pour moi ?» Et à ce moment-là, nous, on se met en recherche. Vous vous activez. Exactement. Génial. Bon, alors on redonne le nom de ce site, Françoise Paris, et on rappelle que c'est une plateforme géniale pour trouver des montres vintage d'exception, de collection. Merci beaucoup Anne Pontonx d'être venue nous en parler dans cette rubrique Art de vivre du Figaro TV. On se retrouve demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.